Bonjour, bienvenue dans le deuxième épisode du Book Club. Je suis en compagnie d'Étienne. Comment vas-tu, Étienne? Ça va très bien et toi Hugo? Ça va très bien. Je suis très content d'enregistrer un deuxième épisode assez rapidement après le premier, qui portait sur Meridian Sun de Cormac McCarthy. Et aujourd'hui, tout le monde a vu, comme d'habitude, la miniature et le titre. Je te laisse quand même annoncer le livre dont nous allons parler. Alors le livre du jour ce sera Vente à la craie du lot 49 de Thomas Pynchon. Voilà, livre culte s'il en est, d'un auteur culte s'il en est. Comme c'est la tradition dans l'émission, je te laisse aussi présenter un petit peu l'auteur et le livre de manière, disons, factuelle. Ouais, alors pour être bref, Thomas Pynchon c'est un écrivain américain encore une fois, qui est souvent vu comme étant un écrivain total, assez inclassable au sens traditionnel. Il naît en 1937 dans l'État de New York et il est assez rare et radicalement secret, donc il a très peu d'apparitions publiques depuis les années 60. Et on a très peu de photographies de son visage, une qui date, je crois, de son passage, dans l'US Navy. Il est ingénieur de formation, il est passé par Boeing, et ses romans sont généralement ancrés dans une culture de la technique, de l'histoire souterraine et de la paranoïa américaine. Parmi ses œuvres phares, on compte V, L'arc-en-ciel de la gravité, Mason and Dixon et Vice caché. Et aujourd'hui, donc, on va s'intéresser, comme annoncé au préalable, à Vente à la craie du lot 49, qui est du coup son deuxième roman, paru en 1966. C'est son roman le plus court, qui est souvent présenté, je pense à tort, comme une porte d'entrée à son œuvre. Et c'est un roman qui nous conte du coup l'enquête de Oedipa Maas, qui est une exécutrice testamentaire, enfin qui va faire office d'exécutrice testamentaire, et qui découvre un hypothétique système postal clandestin qui s'appelle le Tristero. Donc c'est en gros une enquête paranoïaque qui va jouer sur les signes, qui va ouvrir un réseau plus vaste en jouant avec les vérités, l'intertextualité et plein d'autres choses qu'on va énoncer dans le podcast. Voilà, je pense que c'est très clair. Pour faire un point sur notre méthode, c'est comme je l'avais annoncé dans le premier épisode, un livre dont nous nous sommes imposé la lecture en vue du podcast. Alors ça peut être une première lecture ou une relecture, il n'y a pas de règle là-dessus, mais en tout cas, à chaque fois, nous choisissons un livre que nous lisons pour le podcast et nous en débattons. Donc quand bien même ce serait une relecture, ce qui ici n'est pas le cas, il y a un avis à chaud, d'une certaine manière. Et bon, je vais commencer par ça, parce que nous avons, je pense, moins de fond, il faut le dire, il faut être honnête, concernant ce roman que Meridian Sang, puisque nous étions déjà attachés à Meridian Sang avant de programmer le podcast. Donc je vais commencer par te demander ton avis, en fait, qu'as-tu pensé de ce Vente à la criée du lot 49, de ce livre culte, parmi les livres cultes de la littérature postmoderne? Alors moi j'étais très, très curieux de lire Thomas Pynchon. Je savais qu'il était réputé très, très difficile d'accès, de par son style, la manière dont il agence ses romans. Mais bon, je me disais quand même qu'il avait, en tout cas, influencé beaucoup d'écrivains que j'appréciais beaucoup, notamment Mircea Cartarescu. Mais j'ai été un petit peu déçu de ma lecture, enfin déçu. C'est-à-dire que je m'y attendais, je savais que ça allait être compliqué, je m'attendais à avoir beaucoup de difficultés à comprendre, mais là j'ai vraiment échoué en fait à rentrer dans le livre et je me suis senti assez exclu en fait. Donc c'est quand même le roman de Pynchon qui est réputé comme étant le plus linéaire sur le plan narratif et j'ai quand même trouvé ça extrêmement hétérogène et je me suis jamais vraiment senti absorbé par le livre. C'est vraiment, en fait, c'est un texte qui a beaucoup ironisé sur presque sur le roman en tant que tel. Et j'ai vraiment senti comme si j'avais été mis sur le côté, quoi. Je sais pas trop comment l'expliquer en fait, mais sans dire que Pynchon semble écrire contre le lecteur, il y a quand même une manière de brouiller, de superposer,
de désamorcer. Il y a sans cesse des digressions, et il y a pas vraiment... En fait, j'ai jamais senti d'ouverture à l'émotion ou à l'intelligible. Euh, donc, je trouve que c'est un roman qui demeure hermétique, qui est assez iconoclaste et qui rejette la progression au sens classique d'une enquête ou d'un récit, et qui joue beaucoup sur la dispersion, et je me suis senti vraiment noyé dans une syntaxe complètement désarticulée, une logique qui était sans cesse interrompue, et un trop-plein de connexions presque opaque. Pour ce qui est du style, sans dire que c'est un style qui est sec, parce que je pense que c'est faux, il y a quand même des notions de musicalité. J'ai trouvé que c'était pas très lyrique. Moi, ce que j'aime, c'est dans la littérature, c'est ce qui est lyrique. Pour vous donner une idée, j'aime les proses qui sont très incarnées, comme celle de Céline. J'aime le style proustien. McCarthy, comme comme je l'ai dit dans le dernier épisode, mais aussi Cartarescu, qui est, comme Pynchon, classé parmi les écrivains postmodernes. Sauf que chez Cartarescu, je sens d'emblée en fait une dimension lyrique, mystique, que j'ai pas trop ressenti chez Pynchon, et j'ai vraiment trouvé ça assez mécanique, peut-être pas mécanique, mais trop cynique. Euh, j'ai eu vraiment du mal à, voilà, comme je l'ai dit, à rentrer dans le livre. Je sais pas toi ce que t'en penses, Hugo. Alors, je partage une partie de ton malaise sans partager pour autant ton analyse stylistique. Parce que je crois pas que Pynchon soit un écrivain cynique. Je pense que c'est un écrivain du jeu, mais il pratique le jeu en s'investissant vraiment pleinement par exemple, dans les genres littéraires dont il utilise les codes. Ici, par exemple, le roman policier, le detective novel, bon, le roman à clé. Et je trouve qu'il y a une honnêteté dans son rapport au genre. Après, il est clair qu'il invente un monde compliqué. Ce monde-là, le monde de son roman, se déplie depuis un argument très simple que tu as résumé au début de l'épisode. Et comme les phrases du livre, dont le style labyrinthique consiste en des digressions nombreuses, il y a vraiment un effort de déploiement par le biais donc des digressions, par le biais du détail, par le biais de circonvolutions de la langue, et ce sont ces circonvolutions qui permettent le déploiement du monde. L'idée qui sous-tend le livre, c'est que tout est lié, mais ce qui est difficile, c'est d'identifier le sens des liens, à mon avis. Parce que ce sont des liens entre des choses abstraites, des symboles, des noms notamment. Pynchon a quand même l'intelligence, et je ne sais pas si on peut parler de lyrisme, mais en tout cas l'intelligence plastique, de se servir des noms et des symboles, des parodies de théâtre, notamment de théâtre élisabétain, des mentions d'objets créés par des inventeurs, de la technicité, enfin d'énormément de vocabulaire et de jargon, et de s'en servir, par exemple le démon de Maxwell, théorie physique, de s'en servir comme d'une matière poétique. Pour moi, il y a vraiment une poétique chez Pynchon, et l'effet poétique fonctionne plus ou moins, il fonctionne au moins un peu, et le lecteur en vient à penser que cette matière a du sens, et c'est cette quête de sens qui motive la lecture. Donc il arrive à produire quand même, à susciter à mon avis l'intérêt. Il est vrai que sa langue est difficile, enfin sa langue, disons l'usage qu'il a de la structure des phrases, des chapitres, de la cohérence de son monde, mais surtout, là où Pynchon produit un roman difficile, c'est qu'il produit un roman qui, comment dirais-je, qui nous fait découvrir un monde via un personnage, Oedipe Hamas, qui a une perception, disons, altérée ou paranoïaque du monde, et qui cherche des liens entre toutes les choses, et qui elle-même remet en question les liens qu'elle croit avoir trouvés. Donc c'est assez ambigu comme rapport au réel et comme rapport, disons, au sens. Moi, je trouve que le livre est vraiment très intéressant. Je sais qu'il y a certains de nos auditeurs, Pascal Léonard notamment, qui nous relaie beaucoup sur Twitter et que je remercie, adore Thomas Pynchon, et il n'est pas lieu ici, je crois, ni pour toi ni pour moi, disons, de déboulonner la statue. En attendant, il est vrai que j'ai absolument pas eu l'impression de lire le roman d'un génie littéraire.
ni d'un styliste immense, d'un styliste oui, d'un styliste parfois adroit, qui quand même utilise du lyrisme. Je me souviens de Bloom qui disait qu'il y avait, à l'instar de chez McCarthy, des moments de prose shakespeariens et melvilliens chez Pynchon, mais qu'on ne sait jamais si c'est de la parodie ou non. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ce n'est même pas de la parodie, c'est qu'on ne sait pas si c'en est. Moi, ça me met mal à l'aise, c'est-à-dire cette constante lecture au second degré d'un texte. J'ai beaucoup de mal avec ça, ne pas savoir quelle est la valeur du degré de ce qui se passe dans le monde fictionnel. Bon, en tout cas, ça reste quand même un véritable écrivain américain puissant, qui s'inscrit dans une tradition qui est quand même importante. Le livre paraît très tôt. Alors je veux pas dire de bêtises, la date du livre, c'est 65. Je- 66. 66, bon ben donc c'est très tôt, c'est dans une période où on met en avant énormément ce qu'aujourd'hui on appelle la contre-culture, où des voix se dégagent, ça arrive juste après le grand mouvement, le grand premier mouvement, disons, de la Beat Generation. On sent qu'il y a un rapport au paysage, à la libération de la langue, qui est associé à ce mouvement-là. Pynchon se revendique beaucoup de Kerouac. Mais malgré le fait que j'ai ressenti tout ça, oui, je partage ton malaise, je partage le sentiment d'avoir été mis, peut-être pas tout au long du roman, mais un peu de côté. C'est-à-dire que comme tu l'as dit, le but c'est pas de déboulonner Pynchon, et j'en serais bien incapable. Et je ne nie pas l'intelligence de l'entreprise, ni la finesse de ses constructions. Mais je me suis senti à l'extérieur vraiment de sa machine, qui semble avoir une cohérence interne, mais comme si on m'avait refusé l'entrée au bouquin. C'est-à-dire que tu t'as parlé de premier degré, de second degré, de premier degré. Et moi, j'ai vraiment senti une espèce d'inadéquation esthétique. C'est-à-dire que le refus du premier degré et le fait qu'il y ait très peu de tentatives d'ancrage émotionnel ou narratif au sens classique du terme, m'ont laissé en fait croire à une espèce de monde de carton-pâte. Donc c'est encore une question de distance en fait. Je comprends complètement la sensation. Pour le coup, le sentiment que tout est un décor qui n'est qu'une image du réel et qui jouerait de certains points comme des espèces de saturation du réel, c'est-à-dire une espèce de, d'empire des signes pour faire croire au réel, mais qu'en fait tout ça n'est qu'un décor et que la mise en scène du factice, moi je l'ai complètement ressenti comme toi. Donc vraiment t'es pas seul dans ce sentiment. Je pense d'ailleurs que beaucoup de lecteurs de C'est Pynchon, voulu. ouais, même chez ceux qui C'est l'apprécient, peut-être voulu. ouais, je pense. Bah, moi, ça m'a beaucoup fait penser à Baudrillard, du coup. Disons, en fait, j'ai pas compris exactement tout ce qui se passait dans le roman, mais je pense avoir compris ce qu'essayait de faire le livre, donc c'est-à-dire départ d'une trame simple, euh, voilà, donc Oedipe Hamas qui reçoit une lettre, qui est nommée exécutrice testamentaire d'un homme d'un espèce de mania, en fait. Euh, et par la suite, le récit qui commence à évoluer, mais comme tu le disais, la saturation de signes, une opacificité qui n'était que grandissante. Et en fait, chaque réponse ouvre une nouvelle piste, un nouveau leurre, et dans la logique d'un récit d'enquête classique, mais qui serait perverti en fait. Donc pas de progression, pas de résolution, mais un glissement qui serait constant vers à chaque fois de nouveaux mystères. Donc il y avait ce côté-là où à chaque fois que le personnage principal d'Oedipa pensait tenir un fil, bah, il allait se diviser. Ouais, complètement. Ouais, Et à la fin, on est laissé en fait sans réelle réponse. Et ça m'a beaucoup fait penser aussi à David Lynch. Je sais que toi aussi, t'avais eu cette sensation. Ah, disons que il y a des auditeurs qui sont des cinéphiles acharnés, qui n'ont pas lu Pynchon et qui sont surtout des amateurs du cinéma de Lynch, en particulier de la veine, disons, Mulholland Drive, et il y a quelque chose à creuser dans Vente à la criée du lot 49, bien qu'il y ait un rapport au mystère qui, à mon avis, se situe pas sur le même plan ontologique, parce que Lynch, pour lui, le mystère, c'est un rapport spirituel euh, à l'existence et à l'âme. Je crois que Pynchon
se situe pas sur ce plan-là. Non, il semble un peu plus scientifique quand même dans ses... Oui, il aime bien aussi, Dans ses utiliser la théorie scientifique pour en faire une espèce de motif romanesque quand même. Ouais, bah, encore une fois, moi, ça m'a fait penser à Baudrillard, hein. Oui, oui, ça se rejoint. Bon, bah, de toute façon, leur monde, disons le monde qui s'attache à, je sais pas si c'est à décrire ou à faire tenir dans leurs livres, Encompass, je crois. Ces mondes-là se ressemblent, dialoguent, et le Baudrillard d'Amérique rencontre celui de Pynchon, et Pynchon du Gravity's Rainbow doit rencontrer Baudrillard, donc c'est assez... Bon, moi je vois tout à fait le lien, bien que la dynamique soit presque opposée en fait, mais quoi qu'il en soit, effectivement, dans leur espèce d'étude des signes, et il y a quelque chose oui, qui permet de les rapprocher. Euh, bon, c'est assez délicat parce que peut-être qu'il vous semble que nous cherchons un peu nos mots, parce que le livre est déstabilisant, et il faut revenir sur ça. Lire Pynchon en cherchant un roman de genre qui fonctionne selon une trame linéaire, ce n'est pas une bonne idée, parce que il y a de la linéarité dans la trame, mais c'est une linéarité en arborescence, avec des chemins qui, comme tu l'as dit, toujours se séparent, donnent d'autres pistes, c'est-à-dire d'une piste, on en a deux, puis quatre, puis huit, etc. Et les ramifications se perdent dans un océan de troubles. Et le livre n'est pas là pour répondre à des questions, il est là pour faire vibrer le monde, à mon sens. L'intérêt de Pynchon, c'est de faire vibrer son monde romanesque. Je regrette que le livre n'ait pas été plus subtil ou plus attentif à ce que cette paranoïa du personnage qui a des visions, euh, qui a un rapport ambigu à son psychiatre, psychanalyste. Je regrette à ce que l'auteur, en tout cas, n'ait pas mieux développé, je trouve, ce que faisait naître cette enquête-là dans l'intériorité de son personnage, dans son rapport à son compagnon, son ex-compagnon. Je trouve que c'est vraiment fait à brosser à gros traits, et ça m'a un peu embêté, parce que finalement le personnage qui a de la vie quand même, mais c'est un personnage qui permet à la fiction de se véhiculer. Et ça, bon, pour ce que j'avais lu, par exemple, j'avais lu un moment, pas en entier, j'avais lu un morceau de Contre-jour, qui est l'un des derniers romans en date de Pynchon. Il en a sorti deux autres depuis. J'avais ressenti beaucoup plus d'épaisseur romanesque, beaucoup plus de déférence envers ces personnages. Et là, malheureusement, les personnages traversent le livre comme ils traverseraient une galerie, et ça m'a un peu embêté, presque un peu irrité parfois. Ouais, bah après, c'est quand il a écrit très peu de romans. Je crois qu'il y en a 7 ou 8, non? Si je dis pas de bêtises. Il y a V, Vente à la criée, L'arc-en-ciel de la gravité, Mason and Dixon, Contre-jour, Inherent Vice, Fond perdu, et un Donc recueil peut-être de un petit peu nouvelles. plus Non, il y quand en a même. 8 et un recueil de nouvelles, si je dis pas de bêtises. Ouais, donc c'est une œuvre qui est quand même très restreinte. Et Bantalacri est seulement son deuxième roman. Et je crois que dans une lettre à son agent qu'il a écrit en 1964, il a qualifié le livre d'œuvre alimentaire, de pot boiler, et puis de nouvelles avec des problèmes hormonaux, ou de romans, je sais pas la traduction exacte. Mais donc je pense qu'il était conscient lui-même de l'imperfection de ce qu'il avait écrit, ou du moins de la perfectibilité de ce qu'il avait écrit. Et moi j'ai senti en tout cas, alors je veux pas paraître insultant envers les gens qui trouvent que c'est... je sais que ça a eu en tout cas un roman qui a une très grande réputation, mais j'ai trouvé justement que que ça se sentait que c'était pas complètement fini en tout cas. Comme tu le dis dans les personnages. Mais en tout cas, il y avait, c'est vrai qu'il y a eu quand même cette sensation enfin, je pense que la clé de voûte du bouquin, c'est de le prendre comme une expérience plutôt que comme une œuvre vraiment polie et
qui soit pensé dans tous ses replis. Concernant l'aspect pas fini du livre, je sais pas si ça c'est pas aussi un jeu, hein. Parce que moi j'ai le sentiment quand même que les moindres détails sont pesés et que le livre est un objet très étudié et que son déséquilibre constitue une sorte d'équilibre dans son rapport à la fiction et à la diégèse. Le... Je me souviens d'Aurélien Bélanger qui avait sur France Culture dit qu'il fallait lire Pynchon si on était fan des Simpsons. Et effectivement, on a l'impression que son livre pourrait être une histoire secondaire dans les Simpsons. Mais avec, justement, pour moi, une approche de la langue et du style qui permettent moins de stimuler le lecteur ou le spectateur avec l'humour. Par exemple, je pense que c'est aussi lié à la traduction de Michel Doury qui m'a vraiment pas convaincu. L'humour passe très peu. Quelques fois où j'ai ri et où j'ai compris ce qu'il essayait de faire, mais j'ai été assez insensible à ça. Et ça, c'est quand même capital, parce que c'est vraiment un écrivain réputé pour être très drôle. Quand on lit Contre-jour, il y a des passages très drôles. Quand j'ai regardé Inherent Vice, qui est une adaptation d'un de ses livres, je ne sais pas quelle partie a été conservée, mais c'était très drôle. Là, en l'occurrence, je suis pas insensible, mais disons beaucoup moins réceptif à l'humour de Pynchon. Ouais, moi, bon, je suis quelqu'un qui rigole très peu Oui, Étienne est pas marrant, il faut le lorsqu'il lit. savoir, hein. Si, je suis très drôle. Mais Pynchon j'ai vraiment pas rigolé une seule fois durant la lecture. Alors peut-être que j'ai pas compris, que j'étais peut-être un petit peu trop bête pour comprendre toutes les subtilités. Et ça, c'est vraiment un truc aussi qui m'a pas énervé, mais qui m'a frustré, quoi. Je me suis dit, mais en fait, je connais rien, quoi. Il y avait des trucs que je devais chercher, qu'est-ce que c'est que ça, à quoi il fait référence. Et je sais pas si c'est lié peut-être à l'américanité de Pynchon, mais en tant que Français, il y avait un rapport qui était assez différencié quand même, à mon avis. Disons que Pynchon envisage la fiction comme une... enfin, moi j'ai l'impression, je parle sous l'œil expert de certains spécialistes qui peut-être nous écoutent et que je respecte beaucoup parce que j'aime beaucoup la communauté des Pynchoniens. Mais Pynchon envisage la fiction d'une certaine manière comme la récapitulation de ce qui a déjà été fait et comme un abandon au code déjà existant. Et donc, c'est un écrivain intellectuel qu'il faut lire en s'abandonnant à la puissance de sa fiction. Et cette espèce de paradoxe rend peut-être la lecture du novice un peu malaisée. Et vraiment... Ah, c'est très Ah dur, ouais, hein. ouais, puis... Mais j'ai perçu ce côté-là où un peu une volonté, enfin, j'imagine en tout cas de faire sauter, de saper les repères du lecteur. Et moi, c'est quelque chose avec lequel je suis un peu mal à l'aise, ou en tout cas, j'ai eu du mal à me laisser, comment dire, porter par le flot de ce qu'il essayait de nous raconter. Et c'est peut-être une erreur de posture, je pense en tout cas que c'est pas la bonne manière d'appréhender ce genre de roman. Et du coup, je regrette un petit peu de pas avoir mis plus de bonne volonté, mais à réessayer en tout cas. Je suis très curieux de découvrir ces autres romans. J'ai pas été dégoûté de Pynchon, Bah, ce serait mais intéressant d'essayer Inherent Vice, qui est une sorte de suite dans l'esprit. bon, j'ai pas aimé le film non plus. Donc à voir. Après, je suis pas un grand fan de Paul Thomas Anderson, mais Ça y est, Étienne nous fait perdre plein d'auditeurs là. Non, non, parce que je sais que Paul Thomas Anderson bénéficie d'une aura qui est comparable, à peut-être à un degré moindre, à celle de Thomas Pynchon, comme une espèce de cinéaste maintenant très puissant auprès de la communauté de ses fans, et très influent dans un petit milieu, mais dans un milieu qui est artistiquement très fécond. Donc c'est marrant que tu sois pas insensible, mais que tu sois un peu rebelle à leurs deux styles, parce que peut-être que finalement c'est ce qu'ils partagent, ce qu'ils ont en commun, puisque là Paul Thomas Anderson
va bientôt sortir une nouvelle adaptation d'un roman de Pynchon. Peut-être que c'est ce qu'il y a en commun entre leurs deux styles que tu as du mal à assimiler, je sais pas, en tant que lecteur. Oui, c'est à creuser. En tout cas, c'est intéressant de voir, disons, les œuvres qui nous laissent froid ou qui nous stimulent moins, pour en fait mieux comprendre ses propres goûts. Et c'est intéressant parce que du coup, ça me permet de mieux filtrer, de mieux comprendre les choses que j'aime. Si vous voulez en savoir plus sur Vente à la crie du lot 49, si par exemple vous avez lu le roman, que vous trouvez que nos analyses sont un peu légères, il existe un podcast en anglais qui s'appelle Mapping the Zone, pardonnez mon accent, et qui aborde le livre chapitre par chapitre. Alors il y a 6 chapitres, il est construit autour de 6 chapitres, c'est 2 heures par chapitre, donc vous serez servi en termes d'analyse et de matière. Nous, l'exercice, c'est aussi un exercice de critique spontanée, si je puis dire, qui pourrait donner lieu à des exercices d'admiration et de détestation. Là, c'est le cas, c'est pas le cas. Aucune de ces deux radicalités ne concerne notre rapport à ce roman. Mais voilà, si vous voulez en savoir plus, il y a des gens qui ont fait un travail beaucoup plus poussé que nous sur le livre. Je vais aussi faire un lien avec l'épisode de la semaine dernière sur Cormac McCarthy et Méridien de Sang. Il y a quand même quelque chose que partagent les deux écrivains, que tout semble opposer, surtout si on part du principe que McCarthy n'est pas un écrivain postmoderne, ce que nous avons essayé tenter d'expliquer la dernière fois. Pynchon, lui, est évidemment un postmoderne, mais quelque chose les rapproche, c'est le fait que surviennent parfois, au cours de leur roman, dans le cours stylistique de leur livre, des moments de prose qui échappent à l'homogénéité du reste du livre. Donc des moments beaucoup plus lyriques, ou beaucoup plus ouvragés, beaucoup plus codés, des moments presque mystiques. Moi je pense qu'il y a des moments lyriques chez Pynchon. Comme je l'ai dit, c'est difficile de savoir s'il s'agit de parodie ou non, mais il y a des instants où le style change et où des formes de parenthèses se créent. Et ça existe très fortement chez McCarthy. McCarthy, parfois, utilise une forme de mise en abîme en utilisant des épilogues et des introductions pour jouer de cet effet-là, mais chez Pynchon, ça survient, en tout cas dans ce livre, ça survient au cours du livre, et moi ça m'a beaucoup plu. J'aime beaucoup la manière dont Pynchon rompt parfois avec le rythme qu'il a mis en place, ce rythme de croisière, pour produire une sorte de saturation linguistique, ou romanesque, et je trouve ça assez beau. Et ça, je lui laisse quand même, dans ces moments-là, on sent qu'il appartient quand même au rang des romanciers qui se soucient de la langue, qui se soucient beaucoup et avec beaucoup d'intelligence de la langue. Bah déjà, quelque chose qui les rapproche aussi, c'est l'utilisation de la parataxe, qui, j'ai l'impression, était aussi utilisée chez Pynchon. Donc c'est une figure de style qui consiste à juxtaposer des propositions ou des phrases sans lien syntaxique. Donc ça donne un rythme qui est très rapide et très brut, un peu heurté. Et j'ai senti ça chez Pynchon parfois. Et c'est vrai qu'il y avait quand même des moments de lyrisme, notamment sur les dernières pages, j'ai trouvé, dans le dernier chapitre. Les 4-5 dernières pages, il y a des moments que j'ai trouvé vraiment sublimes, que j'ai relus Ah, quand même, plusieurs quand fois. même. Nous y venons. En Oui, fait, oui, non, mais tu aimes Pynchon. non, mais je le disqualifie pas en tout cas, mais j'émets des réserves sur, disons, la, la, la- 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 comment dire, la symbiose ou je veux dire l'adéquation que je pourrais avoir avec son œuvre. Euh, et oui, voilà, on sent qu'il y a du travail, que c'est quelqu'un c'est pas quelqu'un qui ne sait pas écrire. C'est ça qui est bien avec la littérature, c'est qu'on peut pas faire semblant. Quelque chose que dans le cinéma, justement, on peut feindre. J'aime bien faire des parallèles avec le cinéma parce que c'est un sujet que je maîtrise un peu mieux et ça m'aide, disons, à mieux comprendre la littérature ou au moins à mieux illustrer. Et dans le cinéma, on peut feindre des fois, je trouve, le talent. En tout cas, on peut avoir de la chance. Dans la littérature, on peut pas, en fait. Quelqu'un qui écrit mal, on le sent directement. Et quelqu'un qui écrit bien, bah, on le sent directement aussi. En tout cas, quelqu'un qui a la maîtrise de sa langue ou qui sait écrire ou qui a du talent, ça se ressent assez rapidement. Et ça me fait penser justement à une série de tweets qu'il y a eu aujourd'hui sur le dernier bouquin de Maxence Caron, Ah oui. et justement sur le fait que tout le monde lui est tombé dessus en disant que c'était pas possible d'avoir du succès et d'écrire comme ça. Dont moi, hein. Dont toi, oui, justement, c'est par ton biais que j'ai découvert.
Non, mais Et si Maxence oui, Caron nous ce écoute, ce qui est serait. très peu probable, rien de personnel, simplement l'extrait de poème publié est indigeste. Voilà, c'est gratuit, mais. Enfin, Non, mais gratuit. c'est pour dire que nous revenons beaucoup, pardon, je te coupe, enfin, tu me dis si c'est pénible, mais nous parlons de la difficulté à comprendre Pynchon, à saisir tous les tenants et aboutissants de son roman et son univers fictionnel, mais quelque chose passe quand même. Et surtout, moi en tant que lecteur, et je sais que tu as eu un peu la même chose, je crois, j'avais la sensation parfois de ne rien comprendre, et en examinant à une échelle, disons, macroscopique et plus microscopique, le livre et ce qui s'est déroulé, je me rendais compte que j'avais compris ce qui s'était passé, et que je comprenais le rapport de l'histoire à la thématique déployée. Donc il y a plusieurs manières d'être cryptique, d'être obscur, d'être amphigorique, et il n'est pas nécessaire de jouer l'adolescent. Mais Pynchon, en tout cas, n'est pas un adolescent. C'est vraiment pas quelqu'un qui donne envie d'être haï quand on le lit. C'est un romancier honnête. Je suis d'accord. Bah, il faut dire deux, trois mots quand même, je te lance après. Là, je te lance et je te laisse en parler. Sur la place du complot dans le livre. Parce que c'est le thème central. Enfin, je sais pas si tu as relevé beaucoup de choses, mais pour moi, c'est vraiment euh, l'un des grands thèmes de la fiction américaine contemporaine. Et Pynchon est une sorte de maître dans le lien avec cette thématique, c'est-à-dire le monde souterrain, le monde du cachet. Oui, c'est-à-dire qu'il tisse une espèce de cartographie souterraine de l'Amérique. Donc il va confronter son personnage principal à un enchaînement d'indices assez énigmatiques, donc des graffitis codés, des objets symboliques, des références croisées, et le monde se remplit de signes petit à petit, mais chaque signe va ouvrir vers plus d'opacité, et la vérité va toujours être cachée. Et ça va créer une espèce de nasse assez hermétique, et en fait jouer sur voilà, cette logique un peu pervertie, ce glissement constant vers de nouveaux mystères. Et, euh, et voilà, c'est un peu un roman du faux sens ou de la prolifération contrôlée, parce qu'on sent que le roman maîtrise sa propre confusion Ouais, et ça que c'est c'est et que intéressant. c'est Ça. pas un chaos sans intention. Donc chaque signe est une machine à fabriquer un nouveau soupçon, et Chaque mot même en fait, chaque chaque signe nom, étant. chaque code, chaque cryptogramme. C'est Ah oui, c'est oui, plein de cryptogrammes. Voilà, il y a énormément de même jeux. les noms, même les noms. Ah oui, complètement. L'usage du nom propre chez Pynchon, bon, bah, ça pareil. Il est poétique, c'est ce que je disais. Il se sert du nom comme d'une matière poétique. C'est certain, Ouais, ouais. voilà. Oui, c'est certain ça. Beaucoup d'allusions érudites aussi, d'absurdités bureaucratiques, donc ça rejoint Kafka un petit peu, je pense, notamment le procès. Euh, donc parmi les noms absurdes ou les sigles énigmatiques, il y a Yodine, KCUF, Waste, WAISTI, euh, beaucoup de noms assez loufoques, je pense que c'est le mot. Oui, oui, burlesque, étrange. Il y avait un nom extraordinaire dans Contre-jour, c'est Randolph Saint-Cosmo, je crois. Hein, je dis ça de tête, Ouais, c'est vraiment peut-être génial. que je Ouais, me trompe. Hein. là-dessus, on peut pas lui Mais, enlever, en mais tout cas. justement, alors on peut pas lui enlever, mais en même temps, je lis beaucoup de personnes qui s'extasient sur l'usage des noms propres, et j'avoue que l'effet est pas très long chez moi. Et c'est pas très diffus. Parfois ça m'amuse. Je remarque qu'il y a un usage plastique des noms, mais ça ne me fascine pas outre mesure. Et après, effectivement, c'est quelqu'un qui le pratique beaucoup, qui le pratique plutôt très bien. Si vous êtes sensible à ce genre de jeu dans le roman, bien allez-y, c'est très plaisant, on va pas lui reprocher de le faire. Euh, dans bon, ce qui est intéressant, c'est très intéressant ce que tu disais sur le complot. De toute façon, ce qui est capital chez Pynchon, ou dans ce roman en tout cas de Pynchon, c'est l'existence du caché, d'un monde caché. En fait, c'est l'existence de ce monde caché qui compte plutôt que on va dire l'essence de ce monde-là. Et en ce sens, il me fait beaucoup penser à Delilo. Je crois que les deux hommes s'apprécient, et Delilo, c'est un écrivain qui fait affleurer
le sens caché, sans pour autant nous renseigner très en détail sur ce sens-là. Donc ils se rejoignent, écrivains de la même génération, qui ont à peu près le même âge, et qui utilisent aussi, voilà, la technique, les signes, la technologie, comme moyen de faire se diffuser ce sens caché qui affleure et qui remonte. Hem, Oui, c'est-à-dire qu'ils tentent en tout cas de faire une sorte de cartographie de l'Amérique contemporaine. oui, ou de l'état, en tout cas, moi je dirais vraiment de l'état du sens, avec dans un monde médiatique, dans un monde, saturé par des codes socioculturels, dans un monde aussi d'après les événements, métaphysiques du XXe siècle, la Shoah, les explosions nucléaires. Ils s'inscrivent dans une histoire un peu, on pourrait dire presque deleuzienne de la littérature. C'est grossier, je suis pas un grand amateur de cette histoire du cinéma, de cette histoire des formes enfin, c'est plutôt une classification des formes que fait Deleuze au cinéma. Mais je pense que Deleuze, si s'était attaché à faire la même chose en littérature, aurait trouvé chez ces deux écrivains un moyen de les situer dans ce qui, dans sa classification, est classé sous le nom d'image-temps, et on va dire, pour aller très très vite, hein, c'est vraiment très grossier, mais de l'après Auschwitz, pour aller très vite, hein. Oui, Dans la manière dont ça probablement. s'imprègne du réel, en fait. Oui, probablement. Après, j'ai quand même trouvé, peut-être dans leur style, alors j'ai plus lu Delilo que Pynchon, même si je l'ai pas beaucoup lu, mais j'ai quand même trouvé, en tout cas, les histoires de Delilo plus incarnées. Je veux dire, un peu moins éthérées, un peu moins diffuses, un peu moins fragmentées. Euh, Bah, Après, comme dit, j'ai lu les seulement deux livres de Delilo, et je crois qu'ils font partie des plus évidents, en tout cas, ou des meilleures portes d'entrée. Delilo est quand même un écrivain assez froid. On lui reproche parfois d'avoir une écriture assez froide de ses personnages, et qui sont utilisés presque comme des porteurs de concepts. Donc c'est étonnant que toi tu les trouves très incarnés, mais en même temps c'est vrai que par rapport au personnage de Pas Pynchon... très incarné, un peu plus Ouais, bon incarné. d'accord, ouais, bon, non mais c'est vrai, parce que bon, de toute façon Pynchon, les personnages semblent perdus autant que nous dans ce monde-là. C'est presque ce qui nous Bah les oui, rend c'est ça, sympathiques, en c'est-à-dire fait. qu'on... Oui, en fait, on est Odipamas, le personnage principal, du coup, c'est en quelque sorte je pense, hein, le lecteur, ça me paraît assez évident. Elle est confrontée au même... en tout cas, elle mène le rythme, et elle est aussi perdue que le lecteur, voire plus. Et de cette manière, et toute une parodie de l'exégèse universitaire autour d'une pseudo-pièce de théâtre élisabéthaine, inventée et fictive, et toute une tradition de la note de bas de page, des éditions différentes dans lesquelles on aurait changé un mot parce qu'on n'est pas exactement sûr, des éditions d'origine conservées ici au Vatican, parodie Oui, des ça m'a universitaires. beaucoup fait penser à toi. À moi? Oui, sur tes angoisses existentielles liées à la véracité des documents et des livres. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais, bah, c'est ce dont je parlais sur Nolan, le matérialisme angoissé, je crois. Oui, c'est ça. Bah, ça joue un peu de ça, j'ai eu l'impression. Ah, Peut-être, je sais pas. En tout cas, ça servait disons, de carburant à l'espèce de métaphysique du complot qui était orchestrée dans le bouquin. bon, voilà. Bon, en tout cas, bon, pour conclure, si ça te va de conclure, en tout cas sur la partie critique, analytique de ce qu'on pourra déployer, euh, moi je dirais que c'est un livre qui est fait pour vous si vous aimez l'approche topologique du réel. Alors c'est un peu flou quand je dis approche topologique, mais la carte et le territoire, pas le roman de Houellebecq, même si dans le roman de Houellebecq il y a des liens avec cette approche postmoderne du réel, mais disons l'approche des signes, de l'affleurement du réel dans un monde faux, qu'Étienne a décrit comme étant un peu en carton-pâte. Si vous appréciez les parodies de genre, parodies de chansons populaires, de groupes de rock, de pièces de théâtre élisabétain, parce qu'il y a toutes ces choses, hein, quand tu disais qu'il était hétérogène, le livre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de styles différents, puisqu'il fait exister des matières littéraires différentes au sein d'un même livre. Les personnages vont voir une pièce et on nous
fait lire, on nous donne à lire des passages de la pièce. Un groupe de pop rock chante des chansons et on nous fait lire les paroles de ces chansons, euh, etc. Il y a beaucoup de matière, en fait, plus que littéraire, écrite, puisqu'il y a un testament, puisqu'il y a des documents, puisqu'il y a des timbres, les timbres qui sont aussi le jeu du faux, et pareil, les timbres, les défauts sur les timbres qui leur donnent leur particularité et leur valeur font écho à l'instabilité du matériau littéraire étudié par les exégètes, qui est jamais le même selon l'édition qu'on choisit, etc., etc. Donc c'est vraiment vertigineux. Si vous appréciez ce genre de jeu, ou que vous appréciez les atmosphères californiennes, mystérieuses, à la David Lynch, foncez. Si vous cherchez un roman policier un peu straightforward, fuyez. Oui, ouais, je suis assez d'accord avec ta conclusion. Euh, voilà, si ce n'est que je ne le conseillerais pas à des gens qui n'aiment pas souffrir lors de leur lecture, ou qui en tout cas cherchent plutôt des objets romanesques plus abordables et plus simples d'accès. Parce que là, on est quand même sur un roman qui ne se clôt jamais, qui refuse la révélation, et dont la dernière scène, en fait, explique le titre du roman. Donc il y a aussi quand même cette espèce de petit clin d'œil, je pense, de Pynchon, en tout cas, qui fait durer l'attente. Et voilà, pour moi, c'est vraiment le roman de l'impossibilité de conclure et de l'épuisement de la quête. Ah oui, complètement. Et en ce sens, j'ai trouvé que Oedipa était vraiment une héroïne de notre époque, en fait. Donc une espèce d'interprète sans oracle qui est noyée dans un monde de signes et qui manque d'ancrage. Bien voilà Donc je pense que c'est vraiment... Pardon. Oui, je pense que c'est un bouquin à lire, en tout cas si vous êtes curieux, comme le disait Hugo, et il a très bien résumé en tout cas ce qui faisait le sel de ce bouquin et qu'est-ce qui pourrait plaire aux gens qui souhaitent le lire. Ouais, je suis obligé de rebondir sur ta très belle analyse. C'est-à-dire que le problème de Dipa, c'est qu'elle ne parvient pas à être un héros ou un détective, puisque l'absurdité du monde, la saturation des signes, la quête de sens, la perte de repères, la technicité, empêchent la production de l'héroïsme. Et donc c'est un héros qui ne peut pas conclure, et il y a une circularité du livre, dont la fin fait écho au titre, qui est d'une certaine manière le début. Voilà, encore du vertige, encore du jeu. Finalement, le livre est assez génial dans sa construction quand on le prend comme ça. Et on peut beaucoup s'amuser en le lisant. Mais c'est vrai que ça n'a pas vraiment été notre cas. Bon, Oui, je pense qu'on peut, là-dessus, on peut donner, disons, notre petite pastille, notre note, notre oui, c'est... accréditation, je ne sais pas comment l'appeler. Alors, je te laisse expliquer ou j'explique? Tu t'expliqueras mieux que moi, je pense. Bon, alors en fait, nous avons décidé de classer chaque livre du book club dans une catégorie. Nous avons proposé 4 catégories selon notre niveau d'appréciation. Les catégories s'appellent de la plus basse à la plus élevée, la poubelle du bazar, la remise du bazar, la bibliothèque du bazar et les classiques du bazar. Nous avions rangé Blood Meridian sans vous expliquer le concept, ce qui est très adroit de notre part, dans le rang des classiques, le plus haut. Et il s'agit à la fin de trancher, bon, c'est un petit exercice afin de nous donner des repères, d'établir ensuite peut-être des listes. C'est vraiment un jeu, peut-être à la Pynchon, qui sait. Et c'est vraiment un jeu, même si je crois pas que ce soit un adepte des listes, où nous imposons, voilà, de clarifier notre avis en classant. Bon, je te laisse proposer quelque chose. Alors, où allons-nous ranger ce livre inclassable? C'est compliqué. Alors, j'hésiterais entre. Bon, déjà, ce qui est sûr, c'est que ça ira pas dans les classiques ni dans la poubelle, parce que c'est quand même trop bien pensé et on sent quand même du génie dans ce roman. Donc, ça pourra pas aller dans la poubelle. Pour le classique, ça me paraît impossible parce que c'est censé être une évidence, et là, ça n'en est pas une. Alors, il reste la remise et la bibliothèque. Moi, je pencherais quand même plus sur la remise pour rester fidèle à la sensation que j'ai eue lors de ma lecture. Je pense que c'est quand même important. Euh, et donc, remise, voilà, ce serait un endroit où on garde des bouquins qu'on pense intéressants ou en tout cas dignes d'intérêt.
Et bibliothèque, c'est peut-être un peu trop fort encore pour le mettre dedans. Je sais pas ce que t'en penses, toi? Je suis d'accord. J'aurais parlé de la remise. La remise, ce sont les livres que nous aimons avoir quelque part dans un coin parce que effectivement, nous leur accordons de la valeur, du crédit. Alors, c'est vraiment très personnel, hein. La bibliothèque, ce sont des livres importants pour nous, vraiment très importants. Bon, et la poubelle, je pense que ça va de soi. Et le livre ne va évidemment pas à la poubelle. Moi, je suis assez confiant en Thomas Pynchon pour penser que d'autres de ses romans pourront être rangés plus haut, et ça me va très bien d'en faire le premier livre de la remise du bazar. Ça va très bien aussi. Eh bien, c'est de cette manière que nous allons clore l'épisode. Encore une fois, si vous avez des recommandations, n'hésitez surtout pas. Nous espérons que ça vous a plu, que vous lirez le livre, que votre avis sera peut-être différent du nôtre et que ça entraînera du débat. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, que sais-je, et salut Étienne, et à plus.